Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi et vraiment sincèrement ravi d'être présent aujourd'hui puisque c'était absolument fondamental au congrès des JNMG de pouvoir parler de psychonutrition, la science de l'influence de l'alimentation et des nutriments sur la santé mentale, stress, anxiété, dépression, troubles du sommeil, troubles de l'attention, déclin cognitif. Je suis Guillaume Font, je suis chercheur en psychonutrition à Marseille. Je suis docteur en psychiatrie et en biologie cellulaire et moléculaire. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les données scientifiques qui supportent l'influence de notre alimentation et de notre activité physique sur notre santé mentale. Donc ce qu'on met dans notre assiette influence directement nos pensées et nos émotions. Et on va regarder ensemble les données les plus récentes scientifiques qui supportent cette révolution dans la santé mentale. On va commencer par donc une petite interaction. Vous allez avoir un QR code pour répondre à quelques questions, parce que je souhaitais avoir votre retour sur votre vision de la psychonutrition, si vous la découvrez, si vous la connaissez, et surtout aussi sur votre pratique, puisque donc sur les réseaux sociaux, j'anime un compte Instagram et une chaîne YouTube où je parle de psychonutrition. J'ai beaucoup de retours de personnes concernées par la santé mentale qui m'interpellent sur le fait que souvent, leur médecin soit ne connaît pas la psychonutrition et est curieux du sujet, ou soit pense que c'est plutôt du bullshit. Et donc je voulais avoir un peu, je pense qu'il y a un biais de sélection, parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être déjà que vous êtes particulièrement intéressé par la question. On va commencer donc par la première interaction, si tout le monde a pu scanner le QR code. Tout le monde a pu scanner le QR code, c'est bon? Ouais. Remettez le QR code, s'il vous plaît. En haut à droite. Parfait. Alors, la première question. Dans ma pratique, A, je connais l'influence de l'alimentation et des nutriments sur la santé mentale et je la promeus auprès de mes patients. B, je ne promeus pas cette approche par manque de temps. C, je ne promeus pas cette approche par manque de connaissances. Et D, je ne promets pas cette approche car je n'y crois pas ou je n'y adhère pas. Et E, aucun de ces choix. Soyez sincères, hein, c'est pas pour me faire plaisir. On peut regarder les réponses. Bon, ouais, c'est pas mal quand même. Donc on a une bonne répartition finalement entre je ne promeux... Ah, il y a une compétition entre la A et la C. Entre je connais l'influence et je la promeus et je ne promeux pas par manque de connaissances. Donc c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Donc pour ceux qui la connaissent, c'est probablement aussi pour avoir l'actualité du domaine. Et donc c'est sans surprise, je suis ravi qu'on se retrouve aujourd'hui pour échanger autour de ça. On va prendre la question d'après. L'axe intestin-cerveau a été prouvé scientifiquement petit a ou petit b, c'est de la science-fiction. Alors, en fait, cette question, je vous la pose parce qu'en fait, c'est la réponse. Je vais vous laisser voter, hein, déjà, bon, c'est rapide. On va regarder les réponses. On peut regarder les réponses? Ouais, super. Bon, c'est super. J'aurais pas beaucoup d'efforts à faire pour vous convaincre alors. En fait, on est 100% à cocher oui aujourd'hui. Par contre, c'est l'Agence nationale du développement professionnel continu qui m'a répondu l'année dernière que c'était une théorie qui n'était pas éprouvée scientifiquement. Donc, je vais vous remontrer les preuves scientifiques de l'axe intestin-cerveau parce que ça n'a pas percé auprès de l'ANDPC, qui est quand même l'Agence nationale du développement professionnel continu. Et donc, pour moi, c'est vraiment, je pense, une des raisons pour lesquelles la psychonutrition est ralentie dans sa progression dans les pratiques. Et on avait encore une question, la question 3. Selon les recommandations actuelles de santé mentale qui ont été émises en 2022, donc je pense que la majorité d'entre vous ne les connaissent pas, mais c'est plutôt pour voir votre connaissance en fait, justement sur ces données. Petit a, les oméga 3 sont efficaces dans le traitement de la dépression en adjonction aux antidépresseurs. Petit b, il y a plusieurs réponses possibles. Hein. Petit b, le zinc et la vitamine D sont efficaces dans le traitement de la dépression. Et petit c, le magnésium et l'inositol sont efficaces dans le traitement de la dépression. Eh ben c'est bravo, hein, c'est pas mal. Alors bon, je vous donne les bonnes réponses. Ouais, c'était la A et la B. Il y avait un piège. Le magnésium et l'inositol, bien que le magnésium soit très populaire,
le magnésium n'est actuellement pas recommandé dans le traitement de la dépression, surtout par manque de données en fait, et que le peu de données qu'on a sont pas vraiment en faveur, alors que le magnésium peut avoir d'autres intérêts, mais pas dans le traitement de la dépression selon les recommandations de 2022. J'insiste sur le fait que ce sont les recommandations actuelles et que ça peut évoluer à l'avenir avec les données des essais contrôlés randomisés. En 2023, a été publiée une tribune dans Le Monde en juin 2023, l'année dernière, de jeunes psychiatres qui écrivaient qu'ils n'avaient pas assisté dans leur pratique, ils n'avaient pas été témoins d'avancées scientifiques majeures ces 20 dernières années concernant les traitements, la compréhension biologique des maladies psychiatriques. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai été vraiment atterré. Je me suis dit qu'on avait raté quelque chose dans notre discipline sur la formation de nos jeunes collègues, parce que je vais vous montrer maintenant tout ce qui a changé. Et pour moi, ça a complètement changé ma façon de pratiquer la psychiatrie et d'aborder la santé mentale. Vous avez entendu parler de l'axe intestin-cerveau, surtout un domaine qui a été popularisé auprès de la population par Le charme discret de l'intestin, un livre qui avait été publié en France en 2017 par une collègue allemande chercheuse et sa sœur, un livre très didactique, très bien illustré, et ce qui explique qu'il y a eu une popularisation du lien entre l'intestin et le cerveau, le deuxième cerveau, dans la population générale, qui a précédé la sensibilisation du corps médical. En fait, il y a eu vraiment énormément de situations où c'est le patient qui est arrivé auprès de son médecin en disant « Est-ce que vous avez entendu parler de l'axe intestin-cerveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pensez que ça peut être impliqué dans mes troubles ?» Ce qui a pu créer aussi une espèce de tension dans la population, un sentiment, une forme d'incompréhension, de ne pas être entendu, en fait, pour certaines personnes, notamment qui avaient un syndrome de l'intestin irritable, qui est le paradigme du dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau qu'on va voir maintenant. Les données chez l'animal ont fourni, alors quand je parle de ça sur les réseaux sociaux, j'ai souvent beaucoup de personnes qui disent je suis contre la recherche chez la souris, sur la souris, sur le rat. Bon, j'ai pas de position éthique vis-à-vis de ça, mais en tout cas les résultats existent et on a des démonstrations qui sont vraiment édifiantes. On peut transférer des maladies par des transferts de bactéries intestinales dans les modèles animaux. Et notamment, on peut transférer l'obésité. C'est-à-dire qu'on prend une souris qui est née en conditions stériles, ce qu'on appelle une souris axénique, et on lui injecte le microbiote d'un être humain qui a une obésité, et la souris devient obèse. Et c'est la même chose pour la dépression. On a des phénotypes de dépression. Bien sûr, on ne peut pas demander à la souris si elle a des idées suicidaires, mais on peut regarder ses interactions sociales, sa façon de se nourrir, son anxiété, sa capacité à explorer son environnement, son sommeil. Et tout ceci, en fait, sont des symptômes, des modèles animaux de la dépression qu'on peut transférer par un transfert de microbiote. Et encore plus édifiant, ça peut se transmettre à la descendance. En fait, si la mère a le trouble, après l'injection du microbiote, la descendance est impactée également. Parmi les autres résultats qui ont été vraiment bouleversants, qui ont fait le tour du monde, il y avait cette étude qui montrait qu'on pouvait modifier le comportement d'une mouche, ici la mouche drosophile, plus communément appelée mouche à merde, et que cette mouche, en fait, si on lui administrait une mutation génétique qui faisait qu'elle ne synthétisait pas un acide aminé particulier, le microbiote, en fait, pouvait orienter la mouche pour aller choisir dans des tas de nourriture qui étaient similaires en odeur, en aspect, en tout point. Elle allait spécifiquement se nourrir de l'aliment qui contenait l'acide aminé qui manquait aux bactéries intestinales. Donc ça veut dire que les bactéries de l'intestin sont capables d'influencer leur route, et ça a été montré dans plusieurs modèles animaux. Et donc bien sûr la question c'est qu'est-ce qui se passe chez l'être humain? Chez l'être humain, l'axe intestin-cerveau, il est bien connu maintenant. On a énormément de données de plus en plus pour comprendre comment ce paquet de 1,5 kg de bactéries dans notre intestin est capable d'influencer notre cerveau. La première voie de communication qui est la plus évidente, c'est la voie anatomique, le nerf vague. 80% des informations de ce nerf vont de l'intestin vers le cerveau. En permanence, nous traitons dans notre cerveau des informations inconscientes qui viennent de notre intestin.
Ensuite, il y a le métabolisme du tryptophane. Vous le savez comme moi, le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, une hormone très importante en santé mentale, puisque c'est une hormone impliquée dans la dépression, dans l'anxiété, dans les troubles du comportement alimentaire, dans les troubles du sommeil, puisque c'est le précurseur de la mélatonine également, dans l'impulsivité, dans l'agressivité. Donc c'est vraiment un neurotransmetteur auquel on est très attentif en santé mentale. Et donc les troubles du microbiote vont entraîner un trouble de l'absorption de ce tryptophane, et donc il n'y aura pas le carburant nécessaire pour synthétiser la sérotonine dans le cerveau. Les acides gras à courte chaîne, comme par exemple le butyrate, sont très étudiés, et notamment dans la santé mentale de l'enfant, parce qu'au cours du neurodéveloppement, ces acides gras à courte chaîne sont très importants pour le carburant du développement du système nerveux central. Et il y a de nombreuses études qui ont montré les liens entre les perturbations du microbiote et les troubles du spectre autistique. Une des observations qui est aussi édifiante, c'est que 95% des neurotransmetteurs qui sont très connus en santé mentale, comme la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, l'acétylcholine, en fait, sont présents dans la lumière de notre intestin. On pense que d'un point de vue de l'évolution, cela vient du fait que de la même façon que les mitochondries, les organelles énergétiques de nos cellules proviendraient d'une archéobactérie, de la même façon, notre système nerveux central d'eucaryotes, en fait, s'est servi des gènes bactériens de notre microbiote au bénéfice du développement de son système nerveux central, ce qui explique pourquoi on retrouve les mêmes neurotransmetteurs dans la lumière de notre intestin et dans notre cerveau. Il y a ensuite l'influence capitale, et ça je vais beaucoup insister là-dessus, de notre microbiote sur notre système immunitaire. Maintenant, nous savons depuis 30 ans que l'immunité est liée à la santé mentale. Si je suis en bonne santé immunitaire, je suis protégé sur le plan de la santé mentale. Protégé, ça ne veut pas dire invulnérable. J'insiste là-dessus, parce que souvent quand je communique dans le grand public, j'ai tout de suite une réponse de j'ai fait une dépression alors que j'étais en très bonne santé immunitaire. Donc c'est pas la question. La question, c'est que ça diminue le risque, ça ne rend pas invulnérable. On estime qu'il y a 40% des dépressions qui sont associées à des troubles de l'immunologie de l'inflammation. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres dépressions qui proviennent d'autres causes, exemple psychotraumatisme, burn-out, etc. Ce qui est certain, c'est que plus je suis affaibli sur le plan immunitaire, et plus je suis non seulement à risque de faire des infections respiratoires hautes, comme un rhume, un Covid, mais également plus à risque de faire du stress, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention qui peuvent conduire jusqu'à la dépression. Et la boucle est bouclée avec le système descendant, puisque quand je suis stressé, j'augmente mon cortisol, l'hormone du stress qu'on peut doser dans la salive. Ce cortisol augmente la perméabilité de mon intestin. Normalement, un intestin, c'est imperméable, ça doit filtrer les nutriments. La barrière intestinale doit me protéger de toutes les infections de mon bol alimentaire. Et quand je suis stressé, de façon répétée, en fait, donc le stress aigu et positif, il augmente ma vigilance face au danger. Quand je suis stressé de façon chronique, une inflammation de bas grade va s'installer, mon système immunitaire va lutter en permanence contre des agents agressifs, et cela va entraîner ce qu'on appelle le leaky gut, le syndrome de l'intestin perméable. Quels sont les agents agressifs? C'est notre vie moderne, c'est la sédentarité, c'est le manque d'activité physique, c'est le stress, c'est la privation de sommeil, la réduction de l'exposition aux écrans, la réduction du temps de sommeil d'1 heure depuis 50 ans. Et surtout, c'est notre alimentation moderne, ultra transformée, riche en sucre rapide, en graisses saturées, qui va affaiblir la biodiversité de notre microbiote. Une personne sur 4 qui est en bonne santé, qui n'a pas de troubles de santé, a une raréfaction qualitative ou quantitative de son microbiote intestinal. Ça, ce sont les données les plus récentes, ce qui veut dire que notre mode de vie moderne nous a déconnectés de notre environnement et que ça se traduit par un effondrement de la biodiversité des bactéries de notre intestin, de la même façon que nous assistons à l'effondrement de la biodiversité de notre environnement. Il y a donc de nombreux chercheurs en France qui travaillent sur ces questions des liens dans des modèles animaux entre les troubles du microbiote et la santé mentale, et qui, sur des modèles par exemple de dépression animale qui ne répond pas aux antidépresseurs, qui montrent que l'administration de bactéries, donc des probiotiques, peut
corriger la dépression chez l'animal avec notamment une activation du système endocannabinoïde, qui est un système dans le cerveau qui est très étudié actuellement en santé mentale. Donc on sort de la synapse et de la sérotonine aussi pour aller explorer d'autres cascades, puisque vous le savez comme moi, une personne sur deux qui a une dépression aujourd'hui en France ne répond pas correctement aux antidépresseurs, et ces antidépresseurs ont des effets indésirables sexuels. Dans les 28 jours qui suivent la prescription, il y a une augmentation du risque suicidaire, et dans les 28 jours qui suivent l'arrêt de l'antidépresseur, il y a des anédonies persistantes, il y a des prises de poids et des syndromes métaboliques aussi, donc il y a quand même beaucoup d'inconvénients aux antidépresseurs. Attention, j'insiste, je ne suis pas contre la prescription d'antidépresseurs, j'enseigne la psychopharmacologie. Mon point, c'est de réfléchir en fait aux causes de la dépression et de bien cibler les indications à la fois de la psychonutrition et de la prescription d'antidépresseurs. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On va aller directement en conclusion, je vous spoil le tout directement. Qu'est-ce qu'on sait sur la meilleure alimentation pour la santé mentale? Les données proviennent de méta-analyses observationnelles. Donc, c'est très difficile de faire des essais contrôlés randomisés. Ils existent, mais ils sont peu nombreux parce qu'en fait, il n'y a pas de groupe placebo. Les personnes savent ce qu'elles mangent. Donc, et ensuite, il y a la question de l'observance. Même si vous mettez quelqu'un dans un protocole d'études, et ben en pratique, au bout de 3 mois, il n'aura pas fait ce que vous attendez sur le plan alimentaire. Et ça, c'est la réalité de la pratique. Il ne suffit pas de dire aux personnes ce qu'il faut manger, bien sûr, pour que ce soit suivi d'efficacité et de changement. Et on va y revenir. Pour ça, c'est une question qui m'est beaucoup posée. C'est comment on fait quand on a quelqu'un qui manque de motivation, qui manque d'énergie, pour l'amener au changement. Et c'était le sujet en fait d'un livre que j'avais fait qui s'appelle Je fais de ma vie un grand projet, parce que c'était le point commun de tous les patients qui venaient me voir, c'est je veux changer durablement et je n'y arrive pas. Et il y a des techniques scientifiques en fait pour accompagner efficacement en fait dans un changement durable. Concernant l'alimentation, ce que l'on sait donc, c'est que la meilleure alimentation pour la protection de la santé mentale est l'alimentation de type méditerranéenne, c'est-à-dire majoritairement végétale, ce qui ne veut pas dire végétarien, ça veut juste dire que la majorité de l'alimentation provient des fruits, des légumes et des légumineuses. Donc il faut inverser notre pyramide actuelle. Dans l'alimentation actuelle des Français, il y a 3 fois trop de viande, 1,6 kg de viande par semaine, les données de 2021, alors qu'il en faudrait 500 grammes par semaine. Trop de sel, on le sait, le sel est une des premières causes de la mortalité liée à l'alimentation en France et dans le monde. Et pas assez de végétaux, pas assez de légumes et de fruits qui vont apporter des fibres qui vont nourrir notre microbiote. Donc là, on a une des explications de l'effondrement de la biodiversité aussi de notre microbiote, c'est la réduction de la consommation des fruits et des légumes. Alors là, ce qui me revient souvent de la communauté, c'est oui, mais si c'est pour manger des fruits et des légumes bourrés de pesticides, c'est pas top non plus. Effectivement, il y a aussi un sujet sur la nature des aliments et le prix des aliments. Concernant le prix, je rappelle en fait qu'une alimentation bonne pour la santé mentale coûte souvent moins cher qu'une alimentation de type qu'on appelle occidentale. C'est le nom scientifique de notre alimentation majoritaire en France et dans le monde occidental. C'est pas ce qu'on a produit de mieux dans la modernité occidentale. Et donc cette alimentation riche en produits ultra transformés, donc en sucre rapide, en graisses saturées, en additifs alimentaires, en édulcorants aussi, tout ceci va perturber notre microbiote et en cascade notre santé mentale, augmenter notre vulnérabilité au stress, aux troubles du sommeil, de l'attention, qui ensuite peuvent conduire à des troubles de type troubles anxieux et dépressifs. Donc l'alimentation méditerranéenne qui est anti-inflammatoire diminue le risque de dépression de 33%. C'est considérable. Et à l'inverse, l'alimentation occidentale l'augmente de 33%. Donc le fait de passer d'une alimentation occidentale à une alimentation de type méditerranéenne, en fait, a vraiment des conséquences à la fois en préventif, puisque ça a été montré dans des études prospectives, donc sur des grandes méta-analyses. La première méta-analyse en fait, qui montrait ces résultats a été publiée en 2018 dans Molecular Psychiatry. C'était une équipe de Montpellier, c'était une équipe française. Et ça a été répliqué ensuite par d'autres équipes dans le monde qui ont essayé de regarder plus précisément quels aliments en fait, étaient le plus impliqués dans la protection vis-à-vis du risque de dépression. Et donc la réponse, en fait, c'est en 2021, dans cette méta-analyse de Mathison et collaborateurs, qui montre que consommer des fruits tous les jours diminue de 15% le risque de dépression, consommer des légumes tous les jours diminue de 9% le risque de dépression. Concernant le prix,
l'inflation en fait a beaucoup plus augmenté les prix de la viande et du poisson que le reste des aliments. Tous les aliments ont augmenté, donc ça coûte plus cher de se nourrir de toute façon. Et par contre, la viande a augmenté de 30%, alors que le panier moyen a augmenté de 15%. Donc ça, c'est pour la réponse sur ça coûte cher, docteur, de bien manger. Et puis on va regarder aussi la question ensuite de la supplémentation, qui est une question très importante. J'ai vraiment beaucoup été impacté en fait par cette étude qui a été publiée l'année dernière à l'automne, en fait, une étude anglaise sur une biobanque anglaise. Donc une biobanque de centaines de milliers d'Anglais qui avait donné un prélèvement de sang et qui avait rempli des questionnaires sur leur mode de vie et leur santé mentale. Donc on avait à la fois des données génétiques, des données de mode de vie et des données sur leur état d'anxiété, de dépression. La réponse de cette étude, c'est que l'alimentation est efficace pour diminuer la dépression, y compris chez les personnes à haut risque génétique de dépression. Et l'effet est à peu près de 40% donc, dans la variance. Donc c'est vraiment considérable. Donc ça, c'est vraiment un message d'espoir. Et donc tout l'enjeu pour nous dans nos pratiques, c'est de ne pas culpabiliser tout en responsabilisant. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'à la fois il faut donner le message d'espoir qu'on peut agir, on peut faire quelque chose tous les jours dans son caddie quand on va faire ses courses, et en même temps ne pas culpabiliser les personnes qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à changer leur comportement alimentaire. Et pour ça, un des moyens les plus efficaces, c'est d'insister sur ce qu'on peut augmenter plutôt que sur ce qu'on doit enlever. Alors typiquement, au lieu de parler d'arrêter la tablette de chocolat, d'augmenter justement les fruits et les légumes, et d'y aller par petits pas et de célébrer les changements. Mais est-ce que bien manger suffit à être en bonne santé mentale? Et là, il y a un débat, c'est pas consensuel, mais là je vous présente les données scientifiques qui sont très établies. Il y a des médecins dans le domaine public qui prennent la parole, notamment généralistes, et qui disent les oméga 3 ça sert à rien, il faut manger des sardines. Ça c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé par la communauté, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce médecin qui a pris position et qui dit ça, et donc c'est assez récent et c'est repris d'ailleurs par des fabricants de sardines. Et ce qui est formidable d'ailleurs, c'est qu'à ce propos, moi, on a pu me reprocher à la fois d'être pro-antidépresseur quand je présente des données sur les antidépresseurs, d'être anti-antidépresseur quand je présente des données sur la psychonutrition, et d'être pro-complément alimentaire quand je présente les données que je vais vous présenter maintenant. Donc, pour vous dire que finalement, moi, je ne regarde que les études, et moi, je vous demande simplement de regarder les études. Moi, je ne vous présente pas mon opinion, en fait, je vous présente des études, et elles sont là. Il y a 80%, ça, c'est quand j'ai regardé les études d'épidémiologie à la surface de la planète, je connaissais les chiffres des insuffisances en vitamine D parce que l'ANSES, donc l'autorité nationale pour la sécurité des aliments, a publié un rapport en 2012, un deuxième en 2021. Donc on sait très précisément les chiffres d'insuffisance en vitamine D. Et l'ANSES est catégorique, 100% des Français n'ont pas les apports alimentaires suffisants en vitamine D. Et le soleil ne suffit pas à combler ces carences, puisqu'il faut être exposé plus de 20 minutes sur une partie significative du corps, c'est-à-dire vraiment le torse et pas les avant-bras, sous un soleil d'été, puisque c'est là vraiment l'exposition à des UV, donc le bronzage, qui synthétise la vitamine D. Donc si on met de l'écran total, ça ne marche pas non plus. En fait. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, l'insuffisance en vitamine D est la plus fréquente de toutes les insuffisances. Et ça, c'est sur l'ANSES, c'est documenté, c'est officiel. Enfin, a priori, tout le monde est d'accord. Malgré ça, il y a eu une prise de position d'un collectif de médecins généralistes disant que dans la plupart des cas, la vitamine D ne servait à rien, ce qui n'est pas vrai. En fait, je vais vous présenter les données de santé mentale. Et je pense qu'une des raisons de cette incompréhension, c'est justement qu'on oublie la santé mentale dans la santé en médecine générale. En fait. Et donc ça, je pense que c'est vraiment, j'en ai parlé en fait avec un médecin généraliste qui travaille à l'ONAV, l'Observatoire national de l'alimentation végétale, et qui m'avait dit, Guillaume, effectivement, je te confirme, j'ai rédigé un rapport sur la vitamine D. Et je n'ai pas pensé à la santé mentale, en fait. On pense à l'ostéoporose, on pense à d'autres choses, à l'immunité, mais pas au cerveau et à la santé mentale. Donc je me suis posé la question, par contre, quelles sont les données concernant les oméga 3 ?
Parce qu'en fait, on va le voir, les oméga 3 ont prouvé, ont le plus haut niveau de preuve scientifique d'efficacité dans le traitement de la dépression. Et donc, je voulais savoir, c'est quoi l'état de la population, l'état nutritionnel de la population concernant les oméga 3. Et donc, j'ai trouvé ces données internationales, comme vous le voyez, c'est des données de cardiologie, parce qu'en fait, les cardiologues sont très intéressés par les oméga 3, et on peut les mesurer dans les érythrocytes, les globules rouges. Par contre, on ne peut pas les mesurer dans le cerveau directement, donc on est obligé de faire des extrapolations. Donc on sait ce qui se passe. On estime que l'indice d'oméga 3, l'O3I, qu'on mesure dans les globules rouges, est un bon marqueur d'approximation du stock global de l'organisme. Mais en pratique, il faut aller aux modèles animaux pour comprendre ce qui se passe exactement dans le cerveau. J'y reviendrai. Et les oméga 3, en fait, il y a un oméga 3 particulier qui est le DHA, l'acide docosahexaénoïque, qui représente 50% des lipides de nos neurones. Le cerveau, c'est l'organe le plus graisseux du corps après le tissu adipeux, après la graisse. Et une des explications en fait, aux problèmes de santé mentale auxquels on assiste, parce qu'il y a une explosion, notamment depuis le Covid, notamment chez les jeunes. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que notre président de la République a parlé d'un plan pour l'activité physique, ce qui est très bien, parce qu'on va en parler de l'activité physique après. Et quand on parle d'alimentation, on doit toujours parler d'activité physique, puisque les deux sont en miroir. Il y a l'apport calorique et la dépense calorique. Par contre, il n'y a pas eu une phrase sur l'alimentation. Et ça, c'était déjà le problème aux États-Unis avec Michelle Obama qui avait fait un plan pour la prévention de l'obésité chez l'enfant parce que les deux filles Obama avaient des problèmes de surpoids. Et en fait, finalement, il n'y a que la partie activité physique qui a percé parce que les lobbies industriels s'étaient très fortement opposés à la partie sur la prévention via l'alimentation. Et je pense que ce n'est pas un hasard si on a une ministre des Sports qui pose avec Coca-Cola en disant merci Coca pour les JO et qu'on n'entend pas parler de la psychonutrition aussi, je pense, pour ces raisons-là. Là, les chiffres sont très clairs. En fait, plus vous êtes dans le rouge, plus vous êtes en carence d'oméga 3. Donc, c'est des études épidémiologiques, des personnes tirées au hasard sur des listes électorales, par exemple, à qui on mesure, donc avec une représentation de toute la population, des hommes, des femmes de tous les âges, des enfants, des adolescents, des personnes âgées, et on regarde en fait leur statut d'oméga 3. Et donc voici les chiffres internationaux. Quand les pays en gris n'ont pas été testés, en fait, on n'a pas de données pour ces pays-là. Donc vous voyez que la France est juste avant les États-Unis et le Canada qui ont les pires chiffres en fait de carence en oméga 3. Et en fait, ce sont des chiffres moyens, donc ce qui sauve entre guillemets un peu, ce qui fait qu'on est dans le orange, c'est probablement en fait la consommation de poissons gras sur les littoraux en France. Et les pays, vous voyez comme moi, en fait, les pays qui sont en vert, ce sont les pays en fait qui ont beaucoup de consommation de poissons gras et notamment aussi d'algues, parce que le DHA qu'on trouve dans la chair des poissons gras, en fait, il provient à la base du plancton mangé par les petits poissons. Et donc, mon point, c'est que dire il faut manger du poisson pour avoir des oméga 3, ça ne fonctionne pas d'un point de vue de la santé mondiale planétaire. Pourquoi ? Les poissons, majoritairement dans notre alimentation, sont des poissons d'élevage. Désormais, vous voyez l'évolution des stocks de poissons depuis les années 80. Plus de la moitié des poissons consommés aujourd'hui sont des poissons d'élevage. Il y a eu un changement radical. Et ça, le vrai problème aussi, c'est que notre ministère de la Santé est toujours coupé du ministère de l'Agriculture. Tant qu'on n'arrivera pas à regrouper ces deux ministères, on n'arrivera pas à résoudre le problème de la psychonutrition en France et dans le monde. Les poissons d'élevage, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu, qui est publié mais qui n'est pas connu. C'est qu'ils étaient avant nourris, en fait, les poissons qui ont le plus de succès, c'est le saumon et le thon. Et on dit il faut manger du saumon et du thon parce que c'est riche en oméga 3. C'est pas vrai, c'est pas riche en oméga 3, c'est pas les plus riches en oméga 3 parce qu'il y a des pertes trophiques de DHA au fur et à mesure du cycle des poissons. Donc si on veut le meilleur taux de DHA, il faut aller aux petits poissons gras, c'est-à-dire sardines, maquereaux, harengs. Donc il faut aimer déjà. La bonne nouvelle, c'est que les conserves conservent les oméga 3, mais que les surgelés ne les conservent pas. Au bout de 6 mois de congélation, il n'y a plus d'oméga 3 dans les poissons. Donc les patients peuvent vous dire je mange du poisson 3 fois par semaine. Si c'est du saumon surgelé, c'est plié, il n'y a pas d'oméga 3 dans le saumon. Donc il faut
aller vraiment précisément. C'est la raison pour laquelle les enquêtes alimentaires ont leurs limites et que c'est pour ça que je vous ai présenté les données des dosages sanguins directement des érythrocytes qui concluent que plus de 80% de la population mondiale manque de DHA. Pourquoi ? Parce que le DHA, on ne le trouve pas dans les oméga-3 végétaux. L'autre chose, j'en ai parlé avec la pédiatre de ma fille qui me disait, moi je recommande aux parents de mes patients de diversifier les huiles et de prendre de l'huile de noix, de colza, d'olive. Et je pensais que c'était OK pour le DHA, parce qu'en fait, le DHA, on en a énormément besoin dans les 2 premières années de la vie, parce qu'il y a une explosion neuronale, en fait, le développement du cerveau en postnatal. Donc la grossesse et les 2 premières années de vie sont vraiment le moment de la vie où il y a la plus forte demande du cerveau en DHA. Et je suis vraiment stupéfait que le problème n'est pas du tout abordé en fait d'un point de vue de santé publique, de s'assurer en fait que tous les enfants, tous les fœtus et tous les nourrissons n'ont pas, qu'on s'assure pas en fait qu'ils aient un apport en DHA suffisant. S'il y a un allaitement maternel, il faut absolument s'assurer que la mère allaitante en fait a les apports suffisants en oméga 3. Et ça, je pense que c'est très souvent pas fait et pas connu. Il existe des huiles pour les enfants qui contiennent du DHA. Mais par contre, si vous consommez de l'huile de noix et de colza, en fait, le seul oméga 3 que vous allez avoir dedans, c'est de l'ALA. Et cet ALA, il est converti à hauteur de 20% en EPA, un autre oméga 3 très important en santé mentale qu'on va revoir, mais à moins de 1% en DHA. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir le DHA nécessaire. Et donc si vous êtes végétarien ou végétalien, ce n'est pas possible d'avoir les apports suffisants en DHA dans l'alimentation. Et même chez les consommateurs de poissons, les études ont montré que consommer du poisson 3 fois par semaine ne permettait pas d'atteindre, c'était des études américaines, ne permettait pas d'atteindre les niveaux d'oméga 3 suffisants. Vous avez vu les chiffres aux États-Unis comme moi. Et donc, en pratique, si on disait il faut recommander à tout le monde de manger ne serait-ce que du poisson 3 fois par semaine, il nous manquerait 7 fois le stock actuel de poissons pour nourrir l'humanité. En fait. Donc c'est un message qui est irresponsable du point de vue à la fois de l'environnement et juste de la réalité en fait. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est voilà, ces données publiées. Enfin, moi j'ai découvert ces données à l'occasion des travaux que j'ai fait sur la psychonutrition. Je ne les connaissais pas, je les avais jamais entendus. Ils datent de 2017 quand même, donc c'est pas spécialement récent. Et donc en fait, quelle est la seule solution au niveau mondial pour adresser cette insuffisance en DHA, qui est la plus masquée de toutes les carences? On parle beaucoup des carences en fer, par exemple, jamais des carences en DHA. On ne peut pas doser les oméga 3 dans le sang, alors que c'est un dextro en fait. Il suffit d'une goutte de sang pour connaître son indice d'oméga 3. Ce n'est pas disponible dans les hôpitaux et en France dans les laboratoires. Voilà, j'ai demandé à la PHM, on ne fait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc, on a les données sur les enquêtes alimentaires qui montrent que même pour l'ALA, donc cet oméga 3 végétal qui est recommandé, qui ça figure dans les recommandations du PNNS, le Programme national de santé, les apports en ALA, et ben 98% des Français ne les atteignent pas. Donc même en dehors du poisson, avec les huiles de colza, les noix, l'huile de noix, et puis la consommation de graines de lin, de graines de chia qui peuvent être riches en oméga 3, et ben 98% des gens ne les atteignent pas. Donc ça, c'est la réalité en fait de la situation alimentaire des Français aujourd'hui, et ce qui les expose, en fait, ça veut dire que leur cerveau, nos cerveaux sont dénutris, et un cerveau dénutri, c'est comme sortir en t-shirt en hiver. On est exposé au stress, à l'anxiété, aux troubles du sommeil, à la dépression, et les femmes plus que les hommes. On sait qu'il y a 2 fois à 3 fois plus de dépression chez les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a la question des cycles hormonaux. Et donc il y a le syndrome prémenstruel, par exemple, qui est l'illustration de ça. Donc dans la semaine ou les 2 semaines qui précèdent les règles, l'apparition de troubles psychiques, irritabilité, troubles du sommeil, troubles de l'attention, liés en fait aux fluctuations des hormones, les oestrogènes et la progestérone influencent, il y a des récepteurs dans le cerveau qui vont influencer la santé mentale. La période de périménopause, qui est une période à risque d'inflammation chronique qui va consommer, en fait, on va le voir, quand je suis en état d'inflammation dans le sang, mon cerveau est en état de neuro-inflammation. Le cerveau, en fait, l'erreur qu'on a faite, c'est de penser que le cerveau était dans un sanctuaire, en fait, qu'il était enveloppé par la barrière hémato-encéphalique et qu'il était complètement déconnecté de tout ce qui se passait dans le reste du corps.
et qui prenait juste son glucose, quelques nutriments, qui fonctionnaient de son côté. Et ça a été une énorme erreur en fait. En état d'inflammation, on a vu que l'intestin pouvait devenir perméable, mais la barrière hémato-encéphalique peut aussi devenir perméable en état d'inflammation. Il y a un complexe qui s'appelle l'inflammasome qui va s'activer avec des interleukines comme l'interleukine 1 par exemple, je ne rentre pas dans les détails, et ça va créer des cascades en fait dans le cerveau qui vont conduire à une baisse de la neurotransmission, donc une diminution en fait fonctionnelle des neurotransmetteurs. Et mon point, c'est de dire avant de prescrire un antidépresseur, donc un inhibiteur de recapture de sérotonine dans la synapse par exemple, est-ce qu'il n'est pas plus efficace et plus logique de commencer par renutrir le cerveau et de supprimer les conditions inflammatoires qui ont conduit à cette situation. Donc, pour moi, prescrire un antidépresseur sur une dépression inflammatoire, c'est comme mettre du paracétamol sur une infection. Ça soulage transitoirement certains symptômes, mais ça ne règle pas la vraie cause du problème. Pour la vitamine D, les chiffres sont extrêmement clairs. L'apport moyen en fait, pour les femmes en fait, dans l'alimentation, c'est 3 microgrammes par jour. Pour les hommes, c'est 5 microgrammes par jour, malgré les aliments fortifiés, donc tous les produits laitiers enrichis en vitamine D. Il faudrait atteindre 15 microgrammes par jour, c'est la référence nutritionnelle pour la population. Donc on est extrêmement loin du compte. Et donc, c'est ce que je vous disais, la très grande majorité des Français n'ont pas les apports de vitamine D suffisants dans leur alimentation. Donc les pédiatres recommandent la supplémentation en vitamine D tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Et mon point, c'est qu'en fait, on ne devrait pas s'arrêter, en fait. Et qu'il faut aussi sortir de la logique de la cure. Il ne faut pas attendre d'être malade en hiver, d'avoir un rhume pour commencer une supplémentation, mais plutôt de s'assurer, parce que le cerveau ne fait pas de stock. Ça, c'est vraiment un point, moi aussi, j'ai mis longtemps à percuter ça, en fait. Le cerveau n'a pas de stock, en fait. Donc, les études montrent qu'après l'arrêt d'une supplémentation en DHA, dès les 28 jours qui suivent l'arrêt de la supplémentation, le niveau de DHA du cerveau diminue, avec les modèles animaux. Donc on a besoin chaque jour en fait, de nutriments essentiels pour notre cerveau, pour fonctionner. Et ces nutriments sont de moins en moins apportés par l'alimentation. Vous avez peut-être vu le cache investigation de France 2 de la semaine dernière sur les tomates élevées hors sol, qui contiennent 70% de nutriments en moins par rapport aux tomates cultivées en sol, et que les agro-industriels ne s'intéressent pas du tout à la teneur en nutriments de leurs aliments. Ce qui les intéresse, c'est le goût et le prix. Et que la seule chose qui pourra peut-être faire changer les choses, c'est qu'il y a des études qui sont en train de montrer que le goût est corrélé à la teneur en nutriments et que, par exemple, le goût d'une tomate dépend de la teneur en nutriments de cette tomate. L'article qui a été game changer pour la santé mentale, c'est vraiment cet article, les recommandations de 2022 de la Fédération mondiale de psychiatrie biologique, la WFSBP, en association avec la CANMAT, l'association canadienne pour les troubles anxio-dépressifs, deux associations internationales très importantes en santé mentale. Donc j'insiste, voilà, je ne vous présente pas mes travaux, mon opinion, je vous présente en fait les recommandations, les guides pratiques pour la santé mentale internationale. Donc 31 experts issus de 15 pays avec une représentation de l'Occident et de l'Orient, ce qui explique en fait qu'on a des résultats aussi originaux, en fait, je vais y revenir. Et qu'en Occident, en fait, on a beaucoup plus d'études de pharmacologie et beaucoup moins d'études de psychonutrition. En fait, la psychonutrition, bien qu'on ait des études qui ont été conduites aux États-Unis, en Angleterre, quasiment pas en France malheureusement. C'est beaucoup l'Australie en fait qui porte, qui a été innovante en fait sur les données des liens alimentation et santé mentale. Et on a beaucoup d'études dans le Moyen-Orient et l'Asie. Mais toutes ces études ont été synthétisées dans des méta-analyses avec l'analyse des niveaux de risque de biais, etc. Donc tout est baqué scientifiquement. Ensuite, nous avons les recommandations qui ont été pour cette fois conduites par la France et le réseau des centres experts pour la schizophrénie. Donc ça ne se limite pas aux questions d'anxiété et de dépression. Il y a aussi des recommandations de psychonutrition pour d'autres troubles mentaux sévères. Et puis une revue aussi pour le trouble bipolaire de l'humeur. Donc ça, je ne vous présenterai pas ça aujourd'hui. Je serais ravi de répondre à vos questions, mais je me suis vraiment concentré sur le plus fréquent, c'est-à-dire la dépression. Et c'est aussi
la pathologie où on a le plus de données. Les données, je vous les ai synthétisées ici, c'est les données actuelles. Elles sont appelées peut-être à évoluer pour certains des nutriments, mais en tout cas, c'est ce qu'on sait aujourd'hui dans l'état des connaissances scientifiques. Les oméga 3 ont le plus haut niveau de preuve d'efficacité dans le traitement de la dépression. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils sont encore plus efficaces quand ils sont ajoutés aux antidépresseurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pense maintenant que les psychotropes, notamment les antidépresseurs, certains antiépileptiques et les antipsychotiques, modifient le métabolisme des lipides. Et je vous ai expliqué en fait que le cerveau consomme beaucoup de lipides, a besoin de beaucoup de lipides et de graisses polyinsaturées, alors qu'en fait notre alimentation est trop riche en graisses saturées. Donc les graisses saturées, c'est OK quand on les utilise à une visée calorique pour l'activité physique, par exemple, c'est du carburant. Par contre, l'excès de graisses saturées va encrasser tous nos organes, donc nos artères, mais aussi notre cerveau qui est vascularisé. Et ça va créer de l'inflammation chronique. C'est une des explications pour lesquelles les oméga 3, et cette fois notamment c'est l'EPA, en fait, qui a prouvé son efficacité à une dose supérieure à 1 gramme par jour. C'est des doses assez importantes. Et souvent, la question qui m'arrive tout de suite, c'est il y a des risques hémorragiques et cardiovasculaires. Alors, concernant le risque de fibrillation auriculaire, parce que j'avais proposé à la PHM une supplémentation en oméga 3 pour tous les patients hospitalisés, parce qu'en fait, quand on est hospitalisé, par définition, on appartient à une population à risque. En fait, ce qui a amené à l'hôpital, les causes et les conditions qui ont amené à l'hôpital signifient souvent, enfin la plupart du temps, enfin, sauf si on est juste renversé par une voiture, et encore, ça, on pourrait imaginer des liens aussi avec même la santé mentale. Tout ce qui amène à l'hôpital, en fait, est probablement lié à un mode de vie. Et ce qui m'avait été opposé par un professeur de nutrition, c'était le risque de fibrillation auriculaire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, je suis allé regarder les études. Le risque de fibrillation auriculaire, il survient à partir de 4 grammes par jour d'oméga 3. Donc, on est très loin du compte. Les doses dont je parle, c'est 1 gramme par jour de PA et 400 mg par jour de DHA. C'est actuellement ce qu'on recommande dans le traitement de la dépression. Et pour les doses d'entretien, là, c'est l'ANSES qui le dit, hein, c'est des recommandations officielles. C'est 250 mg de DHA et 250 mg de PA. À ces doses-là, il n'y a aucun risque, ni hémorragique, ni de fibrillation auriculaire, qui a été rapporté. Il y a eu une étude qui étudiait 1,8 g d'oméga 3 par jour, donc DHA et EPA. Et là, le petit p était à 0,06, donc proche quand il y avait une tendance vers la significativité. Donc, il y a eu un article qui a été publié dans Prescrire qui dit qu'il ne faut pas dépasser 1 gramme de PA par jour. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est que je pense, en fait, entre 1 gramme et 1,5 g, qu'on est encore dans une zone de sécurité, mais qu'on n'a pas les études pour trancher, et qu'effectivement, il faut vraiment que ce soit un médecin qui évalue le bénéfice et le risque avec le patient pour la dose. Mais par contre, tout le monde peut bénéficier d'une supplémentation en oméga 3. Tout est une question de dose, en fait, puisque tout le monde manque de DHA. Une des solutions pour le DHA, puisqu'en fait, c'est vrai que j'ai apporté le problème, mais il y a aussi une solution, ce serait que nous produisions de façon industrielle de grandes quantités de DHA issues des algues. Les algues, donc, ce ne sont pas des végétaux, en fait, c'est donc un corps d'être vivant à part, et qui synthétise le DHA. Et ensuite, ce DHA est mangé par les petits poissons, qui sont mangés par les gros poissons, qui sont mangés par les êtres humains. Donc, au lieu de passer toute la chaîne qui, au passage, va nous enrichir en métaux lourds, en cadmium, en méthylmercure, est-ce qu'on ne ferait pas mieux directement, et pour l'environnement, parce que la santé planétaire est liée à la santé humaine et à la santé mentale, d'aller directement à l'origine, c'est-à-dire à l'algue. Et c'est possible, ça existe déjà. Il existe déjà des suppléments à base d'huile d'algue. La plupart sont en gélules, et c'est là où il y a un problème conceptuel autour du complément alimentaire. Alors j'ai mis longtemps, et en fait j'ai trouvé la réponse il y a 2 jours, de savoir pourquoi il y avait il y avait un corps, une partie des professionnels de santé qui s'opposaient aux compléments alimentaires. Alors moi, je n'ai pas suivi toute l'histoire des compléments alimentaires, mais je sais que dans les années 2000, il y a eu des abus dans les allégations, il y a eu plein de sujets. Je pense que la vitamine D est un excellent exemple
de cette question parce que un de mes internes qui avait été donc formé à la psychonutrition dans mon service était allé en gériatrie ensuite et les gériatres lui avaient dit la vitamine D c'est un lobby pharmaceutique pour faire vendre des ampoules, ça sert à rien. Quand j'ai entendu ça j'étais waouh. Surtout chez les personnes âgées encore plus. La vitamine D en fait c'est une hormone stéroïdienne. Vous voyez ici donc elle a prouvé son efficacité en santé mentale. Là, c'était les recommandations de 2022, ça a évolué depuis. Le niveau de preuve de la vitamine D a augmenté parce qu'on a une méta-analyse en parapluie, en fait, donc c'est une collection de méta-analyses qui a confirmé l'efficacité de la supplémentation en vitamine D dans la dépression. Et donc cette hormone stéroïdienne va moduler en fait notre système immunitaire et donc en fait ça va aussi modifier l'épigénétique. Et ce qui est incroyable en fait, c'est que dans cette liste de nutriments que je vous présente, donc ceux qui ont prouvé leur efficacité, oméga 3, y compris dans la dépression bipolaire, les probiotiques, le zinc, le méthylfolate. Attention, le méthylfolate, c'est la forme active de la vitamine B9 et c'est celle qui est recommandée en santé mentale, pas l'acide folique que vous pouvez prescrire, l'éderfoline, ni l'acide folinique, spéciafoldine, que vous pouvez prescrire. Ça, c'est un autre sujet, c'est comment se fait-il que nous, médecins en France, nous puissions prescrire de l'acide folique et de l'acide folinique et pas du méthylfolate, qui est la forme active de la vitamine B9. Nous pouvons prescrire du déhydrogyle, qui est la forme active de la vitamine D, mais nous ne pouvons pas prescrire la forme active de la vitamine B9. Pourquoi ? Je n'ai pas de réponse. Le méthylfolate, c'est en fait une forme de vitamine B9 qui va être absorbée au niveau du cerveau, alors qu'il y a 30% des personnes qui ont un allèle, un variant d'un gène de la MTHFR, c'est la méthyltétrahydrofolate réductase, une enzyme qui convertit l'acide folinique en méthylfolate, et ils vont avoir une enzyme déficiente. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez de l'acide folique à quelqu'un qui a cette mutation MTHFR? L'acide folique va se stocker dans le sang. Moi, ce qui m'avait été enseigné dans les études de médecine, c'est qu'il n'y avait pas de problème avec les vitamines hydrosolubles parce qu'on allait pisser l'excès de vitamine B, par exemple, hydrosoluble. Or, il y a eu des rapports de cas d'accumulation d'acide folique dans le sang chez des personnes qui n'avaient pas justement cette capacité de conversion en fait, de l'acide folique. Et donc, en santé mentale, c'est l'explication pour laquelle les essais contrôlés randomisés avec acide folique sont négatifs, alors que les essais avec méthylfolate sont positifs. Donc, c'est vraiment la forme de la vitamine B9 qu'il faut pouvoir administrer. La vitamine B9, on la trouve dans les légumes à feuilles, par exemple les épinards. Par contre, elle est détruite avec des cuissons trop importantes ou trop prolongées. Donc, si vous faites des gratins, par exemple, il n'y a plus de vitamine B9. Donc, en fait, c'est vraiment en fait, des questions... Vraiment, la situation actuelle, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne consomment pas de légumes et que la vitamine B9, en fait, il y a des carences. Donc, il y a 6% des personnes en France qui ont des insuffisances en vitamine B9 dosées dans le sang. Mais ça ne dit pas combien manque de vitamine B9 dans leur cerveau à cause de ce problème de conversion et d'absorption. C'est vraiment une carence fonctionnelle. Vous pouvez avoir un taux sérique normal et une carence fonctionnelle dans le cerveau en méthylfolate. C'est le même sujet d'ailleurs pour le tryptophane et la sérotonine. Une des découvertes absolument majeures, c'est que quand je suis en condition d'inflammation, mon tryptophane va être shunté, court-circuité, vers une voie inflammatoire dans mon cerveau et il ne va pas servir à la synthèse de sérotonine. Donc en conséquence, le niveau de sérotonine va baisser. Donc en fait, on va mettre un antidépresseur pour faire remonter le niveau de sérotonine alors que la vraie cause du problème, c'est le fait que le tryptophane est dérivé vers une voie inflammatoire. Et cette voie inflammatoire provient d'une alimentation inflammatoire, riche en produits ultra transformés qui va affaiblir notre microbiote, tout ce que je vous ai présenté. Donc si on laisse en place l'alimentation, et c'est ça que j'ai compris il y a 2 jours, enfin, mieux vaut tard que jamais, c'est en fait une diététicienne australienne, il y avait un séminaire de psychonutrition internationale mardi dernier ici à Paris, qui m'a répondu quand je lui ai dit mais pourquoi vous ne parlez pas des données sur l'efficacité de la supplémentation? Parce qu'en fait, on dit aux gens, voilà, il faut bien manger, faire de l'activité physique, c'est compliqué, c'est pas facile à mettre en place tout ça. Et vous ne parlez pas de la supplémentation. Elle dit oui, vous avez raison, il m'aurait fallu 1 heure et demie, la réponse classique. Mais surtout, elle me dit, et je ne veux pas donner l'illusion au patient qu'il peut continuer son mode de vie comme avant, en fait, parce qu'il prend ses gélules, qu'il peut continuer à manger des burgers.
Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça en fait le truc. Mais pour moi, c'est contre-productif. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble en fait. Il faut changer son assiette, son alimentation, regarder son activité physique, c'est indispensable. Il n'y a aucune pilule miracle qui va remplacer une bonne alimentation et une activité physique. Et en même temps, on a vu que la bonne alimentation et l'activité physique ne suffisent pas à nourrir nos cerveaux, en fait, en oméga 3, en DHA, en vitamine D notamment. Donc pourquoi se priver de cette supplémentation? Surtout quand on est face à quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, de stress, d'anxiété, de dépression. Voilà. Donc on peut prescrire le zinc, on peut prescrire la vitamine D, c'est remboursé, donc c'est déjà une très bonne chose. Le problème de l'EFI-zinc, pour le zinc, alors les doses qui ont prouvé une efficacité dans le zinc, c'est des doses assez fortes, en fait, autour de 25 mg. On n'a pas 25 mg, mais on a 15 et 30 avec l'EFI-zinc. Et en fait, mon point, c'est que les méta-analyses ont montré, alors il y a plein d'études en dehors de la santé mentale pour le zinc, parce que le zinc, ça stimule le pancréas, en fait, et donc la régulation du glucose. Donc il y a énormément d'études dans le contexte du prédiabète, du diabète, de la résistance à l'insuline, et nous, ça nous intéresse énormément en santé mentale, parce qu'il y a des liens directs entre les perturbations du métabolisme des glucides et la santé mentale, les troubles du sommeil, de l'attention, le stress, l'anxiété. Et donc ces données, en fait, pour le pancréas, sont très claires, c'est que c'est dangereux de trop prescrire, de surdoser le zinc. Il faut faire attention à ça. Il y a des apports alimentaires moyens des Français qui sont disponibles sur le site de l'ANSES, sur le SICAL aussi. Et donc les chiffres sont très clairs en fait. Pour la supplémentation idéale pour les femmes, ce serait 10 mg par jour et pour les hommes 5 mg par jour. Parce que les hommes ont plus d'apport de zinc dans leur alimentation, notamment parce qu'ils consomment plus de produits d'origine animale. Et il y a des histoires d'absorption aussi. C'est-à-dire que si je consomme des légumineuses, donc je vous ai parlé des légumineuses, donc pois chiches, lentilles, tout ça pour les protéines végétales en fait, les recommandations de 2022 de Montpellier. C'était un article dirigé par Florent Vieux que j'avais contacté après et qui m'avait dit: Guillaume, je n'ai pas mis les oméga 3 dans les calculs parce que c'est impossible d'atteindre les objectifs d'oméga 3 de l'ANSES. Donc 250 mg de DHA et 250 mg de PA. Si on dit qu'il faut manger qu'une portion de poisson gras par semaine, c'est impossible à atteindre, et même avec les 3 portions, on a vu que c'était impossible à atteindre en fait. Donc il y a un problème d'équation en fait. Donc c'est pour ça en fait que j'insiste là-dessus. Il faut regarder en fait l'alimentation et ce qu'on met dans son assiette. Il faut diminuer les produits ultra transformés qui vont nuire à notre microbiote et aggraver notre santé mentale. J'inclus dedans les sodas qui sont la pire catastrophe, qu'ils soient sucrés ou édulcorés, en fait, qu'on ait inventé pour l'humanité. Parce qu'en fait, on a fait l'étude alimentale, alimentation, activité physique et santé mentale entre 2021 et 2023. Je suis en train d'analyser les premiers résultats. Les résultats, on a fait 6 groupes. Hommes, femmes, 3 groupes d'âge, 18-34 ans, 35-54 ans, plus de 55 ans. Le résultat, c'est que chez les 18-34 ans, dans les deux sexes, la consommation de produits ultra transformés et de soda indépendamment augmente le risque de dépression. C'est très, très net et ajusté, bien sûr, sur tous les facteurs confondants que vous pouvez imaginer, la luminosité, la période de l'année, le fait d'être au chômage, d'être marié, d'avoir des enfants, on a tout pris, voilà, tout ce qu'on a pu imaginer. Et ça persiste. Voilà, l'association résiste à l'ajustement. Et par contre, à partir de 35 ans, l'association ne persiste que chez les femmes. Et en fait, on ne comprend pas encore pourquoi. Et donc, parmi les hypothèses, c'est les questions hormonales dont je parle. La périménopause, le syndrome prémenstruel, en fait, les fluctuations, le syndrome des ovaires polykystiques. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer en fait que les femmes sont encore plus vulnérables à la question de la psychonutrition. Ce qui peut aussi expliquer que 85% des personnes qui me suivent sont des femmes, parce que d'une façon générale, les femmes s'intéressent plus à leur santé et plus à la nutrition. Donc, c'est un sujet en fait pour lequel la santé des femmes en fait est aussi à une place encore plus particulière. Comme je le disais, les recommandations ne se limitent pas à la dépression. On a aussi des suppléments qui ont prouvé une efficacité dans d'autres troubles psychiatriques. Je passe rapidement là-dessus parce que vous êtes moins concernés en médecine générale. C'était juste pour que vous ayez entendu en fait, ces données une fois. La N-acétylcystéine, un acide aminé qui est antioxydant, précurseur du glutathion, a montré une efficacité à la fois dans les troubles obsessionnels compulsifs et dans la schizophrénie, la partie des symptômes négatifs, repli autistique.
Donc j'insiste là-dessus, par exemple dans la schizophrénie, quand on dit que quelque chose est efficace, il faut vraiment regarder sur quoi, et vraiment on est en train de passer une étape dans la précision, on sort de l'efficacité globale pour vraiment aller précisément, est-ce qu'on est en train de parler des délires et des hallucinations, ou est-ce qu'on est en train de parler du repli sur soi, du manque d'énergie et de motivation, qui est un énorme problème en fait en santé mentale, et on a des données d'efficacité de la N-acétylcystéine, du méthylfolate aussi, et des oméga 3. Pour les oméga 3, c'est plus sur les problèmes d'anxiété et de dépression. Donc ça veut dire que ça fonctionne en fait de façon transnosographique, puisqu'on a aussi des données d'efficacité dans le trouble borderline de l'humeur, qui est un trouble émotionnel de régulation émotionnelle, qui concerne beaucoup de personnes en santé mentale et aussi en médecine générale, je pense. On a quelques données pour le TDAH. C'est une question qui m'est beaucoup posée en fait sur le TDAH de l'enfant, mais c'est des données qui ont des niveaux de preuve encore assez faibles parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire de la recherche en psychonutrition chez l'enfant que chez l'adulte. Et donc on attend encore beaucoup des données scientifiques. Donc les limites en fait pour le développement, le déploiement en fait de cette psychonutrition, c'est que y a beaucoup de marques de compléments alimentaires, que c'est compliqué de s'y retrouver, que ça revient cher, ce n'est pas remboursé. Donc, autre question, pourquoi est-ce que ce n'est pas remboursé? Parce que moi, je suis à 100% pour rembourser ce qu'a prouvé scientifiquement son efficacité. Donc, je suis d'accord pour dérembourser ce qui ne l'a pas prouvé. Les oméga 3, on a vu, recommandation internationale 2022, efficacité dans la dépression, niveau de preuve maximal, pas de remboursement. Donc ça, c'est un vrai frein à la diffusion dans la pratique, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la population qui pensent que si ce n'est pas remboursé, ce n'est pas efficace. Donc ça, c'est un vrai sujet. Problème de l'observance, parce que quand il faut prendre 4 marques différentes à des dosages différents tous les matins, que ça représente 10 à 15 gélules, faut y penser, voilà, donc c'est beaucoup de questions. La question de certains multivitamines dont certains nutriments sont surdosés, j'ai parlé du zinc par exemple. En fait, il y a beaucoup de suppléments qui sont trop fortement dosés en zinc, donc du coup ça peut être dangereux. Il y a eu des études de publication de risque d'augmentation de diabète en fait, avec justement au niveau du pancréas ce qu'on appelle la courbe en J, c'est-à-dire en fait l'insuffisance induit des troubles, mais l'excès induit aussi beaucoup de troubles et de façon parfois exponentielle. D'une façon générale, tout ce qui est métaux, en fait, magnésium, zinc, fer, il faut faire très attention au surdosage en fait, parce que là, ça peut avoir des conséquences vraiment adverses. Le sélénium aussi, par exemple. Le sélénium a montré des données intéressantes dans le déclin cognitif, par exemple, mais il faut faire très attention à ne pas être dans l'excès. Donc en fait, il y a la question du dosage aussi. La CPAM est très claire, il ne faut pas doser la vitamine D, on peut supplémenter directement, parce que la limite supérieure de sécurité, c'est 100 microgrammes par jour. Donc 6 fois plus que l'apport recommandé. Donc on a vraiment de la marge pour être en surdosage, parce qu'on me dit, ah oui, le risque de néphrite calcique, j'ai regardé la littérature, c'est chez les gens qui ont des insuffisances rénales chroniques, donc c'est pas la majorité de nos patients. Et puis c'est chez les nourrissons, en fait, avec des mères qui ont fait des erreurs d'unité entre les UI et les microgrammes, en fait, qui ont donné du coup des doses énormes de vitamine D à leurs nourrissons. Donc en fait, le risque à supplémenter sans doser, il est inexistant. En fait, moi, en 15 ans, j'ai jamais vu de situation de personne qui a présenté un effet indésirable à une supplémentation en vitamine D quand on respecte simplement les doses recommandées sur les supplémentations. Après, la question qui m'est posée, c'est est-ce que les ampoules, c'est aussi efficace que les gouttes ou les comprimés? Il y a une méta-analyse qui suggère que c'est légèrement plus efficace une supplémentation quotidienne. J'insiste sur le fait que les méta-analyses, c'est des moyennes. Donc en fait, vous prenez 100 personnes et vous faites une moyenne. Ça ne veut pas dire que pour le patient que vous avez en face de vous, ce sera pas, si l'ampoule ne suffit pas à être efficace et que vous faites un dosage et que vous constatez effectivement que le dosage que le taux de vitamine D reste faible, parce qu'il y a des problèmes d'absorption, notamment avec le surpoids. Il faut adapter aussi la dose du nutriment au poids du patient, parce que les personnes qui ont un poids plus élevé ont besoin de doses plus élevées. C'est valable pour les oméga 3 aussi. Donc c'est assez précis. C'est une des raisons pour lesquelles la psychonutrition, c'est compliqué et que c'est plus difficile que de prescrire simplement paroxétine 20 mg par jour. Et donc, tout ça est à prendre en compte et est un frein potentiellement à la diffusion de la psychonutrition. Donc, en fait, parenthèse, en fait, parce que moi, donc, je présentais ces données. J'ai
Si vous souhaitez avoir un outil de diffusion de tout ce que je vous ai présenté pour les patients, notamment les personnes concernées, les proches qui veulent en savoir plus, c'est pour ça que j'ai rédigé Bien manger pour ne plus déprimer, en fait, pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde avec les preuves scientifiques. Donc il y a les 250 références des méta-analyses, des données d'observation, pour vraiment avoir un outil de diffusion de la connaissance, à la fois pour les personnes concernées et les professionnels de santé. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 niveaux de lecture, en fait, vulgarisés et spécifiques, en fait, avec les données des essais contrôlés randomisés, pour qu'il n'y ait pas de débat d'opinion, en fait. Mon point, quand on me demande sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit docteur Machin, je dis moi je réponds sur les études, pas sur les opinions, parce que sinon on trouve de tout, hein, dans les opinions, y compris dans le corps médical, en fait. Donc voilà, mon point, c'est vraiment d'aller sur les études. Vous avez également aussi un e-book gratuit. Je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de barrière, en fait, au frein de la diffusion, donc qui est téléchargeable sur Internet gratuitement, en fait, où je fais une synthèse vraiment très synthétique, en fait, des données sur l'alimentation, l'activité physique, la santé mentale. Je vais vous présenter très rapidement après l'activité physique parce que je suis trop bavard. Et donc ça me permet de créer une communauté de personnes engagées autour de la psychonutrition aussi. Et après, donc je diffuse sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram et YouTube, les données, l'actualité sur les méta-analyses qui ont été publiées, ce que je découvre moi-même, parce que vraiment c'est un champ qui est extrêmement dynamique, hein. Tous les mois, il y a des nouvelles méta-analyses sur des nutriments, de l'efficacité. Là, j'ai communiqué sur la théanine récemment, par exemple, qui est un acide aminé extrêmement intéressant. Et donc pour la question, en fait, de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, en fait, j'ai aussi, en fait, travaillé à déterminer une formule qui réunit justement les nutriments efficaces en santé mentale, parce qu'en fait, ça n'existait pas. Les oméga 3 ne sont jamais associés à d'autres nutriments pour un problème technique, c'est qu'ils sont lipidiques, en fait, et on ne peut pas les associer aux nutriments. Et donc, il y a une nouvelle technologie qui permet maintenant de combiner 2 capsules en une, ce qui permet, en prenant 2 gélules par jour, d'avoir l'apport des nutriments essentiels que je vous ai présentés, notamment en oméga 3, en vitamine D, en méthylfolate, en zinc, qui pour moi sont prioritaires. Il y a la question de l'iode, il y a aussi d'autres questions. Je n'ai pas abordé le magnésium. Enfin, voilà, je pourrais en parler encore pendant des heures. Concernant l'activité physique, très très rapidement, on peut calculer en fait la quantité d'activité physique hebdomadaire avec les MET, les équivalents métaboliques, parce que bien sûr, c'est pas la même chose de faire 1 heure de marche légère et 1 heure de trail en montagne. Donc en fait, il y a des intensités métaboliques associées à chaque activité physique qu'on peut trouver très facilement sur Internet, sur les chats GPT. Enfin voilà, il y a plein de façons de les trouver très facilement. Et maintenant, on sait en fait qu'on a une courbe en U qui nous indique que si on fait trop peu d'activité physique, on augmente son risque de dépression. Et si on en fait trop, mais alors vraiment, il faut en faire vraiment beaucoup, parce que bon, la majorité des gens, ils en font pas assez. Hein. Enfin, c'est quand même très rare que je sois face à. Mais chez les grands sportifs, par exemple, c'est un sujet, parce qu'il peut y avoir une dénutrition, une perte de nutriments par la sueur, un épuisement aussi musculaire, tout ça. Enfin, un cercle vicieux aussi qui peut induire de la dépression, ça existe, mais c'est pas le plus fréquent dans la pratique médicale. C'est vraiment le manque d'activité physique. Il y a plus de 60% des Français qui n'atteignent pas les objectifs d'activité physique, qui sont donc, maintenant on le sait, pour la santé mentale, c'est 25. En fait, quand vous faites la somme de vos heures d'activité physique, est-ce qu'il faut faire du renfort, est-ce qu'il faut faire du cardio, est-ce qu'il faut faire donc endurance ou renforcement musculaire, comment? Actuellement, il y a pas, on ne va pas spécialement vers l'aérobie ou l'anaérobie. On dit c'est bien de faire 3 séances par semaine de environ 3 quarts d'heure, si possible d'alterner des séances plutôt cardio-endurance type footing, vélo, et des séances de renforcement musculaire type aquagym, salle, tout ça, pour avoir une activité complète en fait et un corps en bonne santé, et que ça permet d'atteindre les objectifs pour la santé mentale. En pratique, entre 20 et 40 mètres par semaine, on considère qu'on est dans la cible. Voilà. Si on n'est pas pile à 25, c'est pas grave, on peut être à 22, à 27. Entre 20 et 40, là vous voyez que la courbe, on a le plus faible niveau de risque de dépression par rapport à son activité physique. Je m'arrête ici et on va prendre la dernière question. Après cette merveilleuse conférence, la formation médicale continue petit A devrait intégrer la psychonutrition dans les orientations triennales des médecins généralistes. Je vous dis ça parce que actuellement, elle n'y figure pas, ou petit b ne devrait pas intégrer la psychonutrition dans les orientations triennales des médecins généralistes. Soyez sincères. Bon, il y a l'e-book, hein, de toute façon, maintenant, mais bon. Allez, on peut regarder les réponses. Ouais.
Ah, quand même, hein, 7% de personnes non convaincues. Je vous remercie pour votre attention.